Je crois que je connais personne qui n'aime pas Les Fils de l'Homme et ça fait plus de 15 ans que je me demande pourquoi. Alors, je pourrais pas vous faire une réponse exhaustive, mais je vais aborder deux points, deux grandes réussites du film qui en font pour moi un grand classique à la fois très actuel et intemporel. Sa première grande réussite, c'est sa capacité à faire que l'on s'identifie au protagoniste. Et pour analyser comment le film s'y prend, on va s'intéresser à deux plans séquences. Et non, ce ne sont pas les deux plans séquences auxquels vous pensez. Bon, dans mon cas, l'identification au protagoniste était plutôt facile. J'avais même l'impression que le film s'adressait à moi personnellement. En effet, le héros est un homme brun, européen, caucasien, qui a environ 40 ans en 2027 et qui écoute un de mes morceaux de hip-hop préférés. Donc dès les premières secondes, il était clair pour moi que j'étais le héros de cette histoire. Et comme j'étais habitué aux films hollywoodiens qui flattent mon ego en me disant que je suis l'élu, le résistant qui sauvera le monde, j'étais bien tranquille à attendre que le film me montre combien mon avatar était vertueux. Donc, identification par admiration, ça veut dire que le personnage, vous vous identifiez à lui parce qu'il est l'homme ou la femme que vous aimeriez être. Donc vous l'admirez, vous levez la tête comme ça et vous dites « Waouh ». Donc, ça crée une forme de passivité. Souvent, il faut dire quand même ce qui est. Je m'attendais donc passivement à ce que le film me brosse dans le sens du poil. Mais sa première scène aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Les Fils de l'Homme est un film qui subvertit nos attentes. Passé ce moment spectaculaire, le premier vrai choc provoqué par le film a été pour moi une scène qui survient 2 minutes plus tard. On y suit le héros dans son trajet quotidien et on le voit passer devant des humains en cage. Et parmi ces humains, la caméra s'attarde sur une petite mamie qu'on entend parler en allemand. Et c'est de là que vient le premier malaise. Comme un bon petit habitant de pays riche, je me suis projeté dans la peau du protagoniste, alors que dans cet univers, dans cette Angleterre verrouillée, ma place de français aurait été dans une cage. Et le second malaise que provoque ce plan, c'est que le protagoniste ne jette même pas un regard à ces gens en cage. C'est d'ailleurs un plan qui va à l'encontre d'un cliché hollywoodien, le Save the Cat. Le principe du Save the Cat est de faire au protagoniste quelque chose d'admirable ou de vertueux dès le début du film pour que nous nous attachions à lui. Et ici, c'est tout le contraire. Notre protagoniste est témoin de scènes intolérables, mais il n'y prête même pas attention. Alors, est-ce qu'il est insensible? Est-ce qu'il est lâche? Est-ce qu'il est d'accord avec le traitement qu'on inflige à ces gens? Dans les trois cas de figure, on se dit qu'on n'a pas trop envie de suivre un tel personnage. On ne l'admire pas, on n'a pas envie de lui ressembler. Mais peut-être que le malaise vient aussi du fait que, dans le fond, on sait qu'on lui ressemble déjà. Et puis tu as le deuxième mode d'identification, qui est celui des films français qui sont tellement décriés, mais qui pourtant ont cette énorme qualité, je trouve, c'est l'identification par familiarité. C'est-à-dire que le personnage, vous identifiez à lui parce qu'il a vos failles, il a vos faiblesses, il a vos limites, il ressemble à votre vie, il ressemble à votre quotidien. Et là, l'identification, souvent, elle est très très forte, très puissante, très intéressante, parce que vous allez suivre l'itinéraire de cette personne, son parcours, et vous allez être touché parce que ça ressemble à... Vous reconnaissez les failles qu'il a, et vous les reconnaissez aussi en vous. Le malaise vient donc du fait que nous nous reconnaissons dans l'attitude du protagoniste. Nous passons tous quotidiennement devant des gens à la rue et nous voyons quotidiennement la misère du monde par médias interposés sans que ça nous empêche de continuer nos vies. Et pourtant, nous jugeons ce héros qui nous ressemble tant. Mais si le film s'arrêtait là, je pense que l'identification ne fonctionnerait pas parce que le miroir qu'il tendrait au spectateur serait trop accusatoire et trop injuste. Et c'est là que survient le second plan séquence. Ce plan va littéralement à contresens de celui dont nous parlions juste avant. Il rétablit donc une forme d'équilibre. Le héros passe de nouveau devant ces gens en cage, mais cette fois le chaos est encore plus grand, encore plus violent. On voit alors dans les yeux du héros qu'il voudrait agir, mais l'envie de rébellion qui commence à naître chez lui est immédiatement tué dans l'œuf. Il se fait littéralement dégager du film, il se fait sortir du cadre par les forces de l'ordre. En cela, le mouvement de caméra qui se détache du héros est très astucieux. On y comprend que dans ce monde, il est insignifiant. Il rappelle d'ailleurs assez ce mouvement de caméra dans Taxi Driver qui montre aussi l'insignifiance du protagoniste en le sortant du cadre, comme s'il disait un truc du genre « Ah ouais, tu souffres ? Et alors, tu vois bien que le monde continue de tourner sans toi, non ?» Pour en revenir au Fils de l'Homme, ce plan montre donc bien la pression qui pèse sur les épaules des habitants de ce monde, à quel point chaque individu est vulnérable. Parce que dans cet univers, votre vie ne compte pas. En quelques secondes, vous pouvez simplement disparaître. Notre héros n'est donc qu'une goutte d'eau prise dans les courants de l'histoire en train de s'écrire. Il n'est, comme la plupart des individus, qu'une simple poussière broyée entre les mâchoires de l'ordre et du chaos. Et c'est pour ça que j'aime ces deux plans, parce que je trouve qu'ils portent un regard humain
sur l'humain. Ce film comprend nos failles et nos faiblesses. Il ne juge pas l'humain, donc il ne nous juge pas, nous, spectateurs. Ces deux plans nous ressemblent. Ce héros nous ressemble. À sa place, nous serions sûrement aussi résignés. Après tout, à quoi bon agir s'il n'y a plus d'avenir? Et puis dans le fond, nous savons un peu tous ce que nous ferions en temps de guerre. Nous ferions probablement comme lui. Nous serions ulcérés par les horreurs du monde, sans pouvoir y changer quoi que ce soit. En fait, je crois que les vrais collabos et les vrais résistants sont une minorité de la population. En temps de guerre, je pense que la majorité des gens se contentent de survivre à des forces qui les dépassent. Parce qu'en temps de guerre, se sauver soi et sauver ses proches, c'est déjà un exploit. D'ailleurs, aider les enfants à traverser le champ de bataille qu'est la vie, c'est finalement le premier rôle de n'importe quel parent. On les accompagne du mieux qu'on peut en ayant l'espoir que leur monde sera meilleur que le nôtre. Ce qui est exactement ce que fait le protagoniste du film, même si ce n'est pas son propre fils qu'il sauve. Et c'est aussi pour ça qu'on s'identifiera facilement à lui, parce que même s'il vit dans un contexte exceptionnellement chaotique, le protagoniste ressemble juste à un parent lambda. Et symboliquement, en sauvant une femme et son fils, il sauve l'humanité tout entière. Il sauve les enfants des hommes. Le film pourrait alors être vu comme une ode à tous les parents qui galèrent au quotidien, mais dont les efforts sont peut-être ce qui préserve l'humanité de l'autodestruction totale. Mais ce que j'aime surtout, c'est que le héros donne l'impression d'être hagard tout le long du film. Les événements lui tombent dessus. Il n'est pas le sauveur de l'humanité parce qu'il se sent investi d'une mission ou parce qu'il est l'élu. Non, il aide cette femme enceinte parce qu'il est habité par le deuil de son ex-femme et de son propre fils. Il agit donc presque plus pour lui-même que pour l'humanité entière. Et c'est ce qui rend le personnage crédible. C'est ce qui fait qu'on s'identifie à lui. S'il n'avait pas perdu son fils et son ex-femme, il ne serait peut-être pas devenu un héros. Il n'est donc pas mu par une force supérieure, mais par son passé, par son humanité. Son sacrifice final est donc plus cathartique que christique. Et en se sacrifiant, il permet à l'humanité entière de ne pas vivre le deuil d'un enfant, ou plutôt, il libère l'humanité du deuil permanent d'enfants qui ne sont même pas nés. Et c'est là qu'on en arrive à la deuxième grande réussite du film, son aspect étonnamment visionnaire, étonnamment d'actualité quasiment 20 ans plus tard. Puisqu'évidemment, le film ne s'adressait pas à moi en particulier, mais plutôt à ma génération. En effet, si le film commence par la mort du plus jeune humain à l'âge de 18 ans, c'est d'abord pour signifier qu'il n'y a littéralement plus d'enfants sur Terre. Mais c'est aussi pour s'adresser directement aux jeunes qui avaient 18 ans à la sortie du film en 2006, et plus largement, pour s'adresser à tous les gens qui regarderont ce film quand ils auront 18-20 ans. Et ce que je trouve fascinant, c'est que j'entends de plus en plus chez les gens de ma génération, mais surtout chez les générations suivantes, des gens qui pensent qu'il faut arrêter de faire des enfants, souvent par considération écologique. Le film nous montre une humanité qui subit sa stérilité et dont le salut passe par une fertilité retrouvée. Et à l'inverse, une frange radicale de la jeunesse occidentale actuelle voit la fertilité de l'humanité comme le cancer de notre planète. Et je trouve sidérant que nous, occidentaux, nous méprisions autant l'humanité alors que nous sommes les plus privilégiés que l'humanité ait jamais connus. Mais je suis aussi conscient que les causes de l'éco-anxiété sont bien réelles. Ce que je veux juste dire, c'est que la peur et mauvaise conseillère. I want you to panic. Mais surtout, j'ai tendance à vraiment me méfier quand on commence à décrire l'humain comme un parasite ou quand on commence à promouvoir la stérilisation, toute volontaire qu'elle soit. Parce que pour moi, quand on assimile un humain à un nuisible qui ne doit plus se reproduire, on est sur une pente glissante sacrément dangereuse. Bref, ce que je veux dire, c'est que je pense que l'optimisme comme le pessimisme sont avant tout des choix. Et paradoxalement, cette jeunesse qui a peur de l'avenir est une jeunesse qui me donne de l'espoir. Parce que c'est une jeunesse consciente et qui contient en elle les germes des solutions aux grands défis de leur époque. I do believe that hope can be an amazing springboard for transformation because we need to find new solutions to our problems now. Et pour en revenir au film, je crois que c'est un message qu'on peut en tirer. Face au chaos qui vient, dans une période trouble et désespérée, faisons confiance aux enfants des hommes.